Les chevaux, lorsqu'ils vivent en liberté, ne s'attachent pas à un territoire strictement délimité. Ils se contentent plutôt de signaler leur présence en laissant des traces de leur passage, comme déposer leur crottin par exemple. Les chevaux vivent en hardes plus ou moins nombreuses, mais qui dépassent rarement plus de 10 individus. Au sein d'une même harde, les chevaux se connaissent donc très bien. Ils sont capables de reconnaître les odeurs, la robe, ou bien encore les habitudes des uns et des autres. Ils savent distinguer un tas de crottins frais d'un autre plus ancien, étant même capables d'identifier son propriétaire. Les juments dominantes, elles, signalent leur présence par des jets d'urine. Ce comportement s'accentue lorsqu'elles sont déplacées d'un espace à un autre ou quand une gestation presque à son terme les pousse à des mictions brèves et fréquentes. La plupart de ces bornes odorantes sont laissées à proximité des points d'eau. Chaque harde de chevaux dispose naturellement de son propre espace vital, mais lorsque cet espace est très vaste, il n'est pas rare qu'il soit partagé par plusieurs hardes. Dans ces grands espaces, justement, on peut parfois trouver des hardes de chevaux plus nombreuses. Mais généralement, elles ne comptent pas plus de 10 ou 15 chevaux, entre les talons, les juments et les jeunes sujets. Si dans une harde, les chevaux se protègent mutuellement, ils sont aussi capables de s'allier à un autre groupe pour chercher de concert un point d'eau et de nouveaux pâturages. Lorsqu'une harde ne dépasse pas les 15 individus, les adultes cherchent souvent à intégrer de nouveaux chevaux, car ils ont besoin de se sentir en sécurité. Au-delà de 20 spécimens, en revanche, une harde peut vite devenir le théâtre de conflits en tout genre. Au sein d'une harde, le rôle d'un cheval dominant est de guider ses congénères. Il doit faire preuve de vigilance pour prévenir l'intrusion d'autres chevaux, ou bien encore l'attaque de prédateurs. Il règne dans une harde un certain sens de la solidarité. Pendant que les chevaux mangent ou dorment, un autre fait le guet avant d'être remplacé à son tour. Quant aux étalons, ils manifestent leur présence en laissant des tas de crottins aux endroits de passage, notamment à proximité des entrées de paddock ou le long des palissades de clôture, une manière de prévenir leurs congénères ainsi que les autres animaux que l'endroit est déjà fréquenté. Dans les espaces dont la superficie est supérieure à 100 hectares, plusieurs hardes de chevaux peuvent tout à fait cohabiter pacifiquement. Dans ce cas-là, la distance séparant les différents groupes peut être supérieure à 100 mètres. On dirait presque dans ces cas-là que les chevaux sont attachés à la délimitation et à la défense d'un territoire qu'ils considèrent comme le leur, laissant toujours une distance de sécurité avec les autres groupes, et ce, même lorsqu'ils se déplacent. Lorsque des chevaux appartenant à des groupes différents se retrouvent dans une petite pâture ou dans un enclos aux dimensions réduites, il est naturellement impossible de les séparer, et donc de maintenir cette distance de sécurité. Et lorsque ce fameux espace vital se révèle trop restreint, les conflits et les affrontements sont inévitables. Il est donc conseillé de ne pas réunir plusieurs groupes distincts dans des espaces trop réduits. Les groupes de hongres, les chevaux castrés, comme de juments, sont généralement emmenés par un sujet dominant, reconnu et respecté de tous, chargé de protéger ses congénères. Quant aux entiers, les mâles non castrés, leur rôle est aussi de défendre et de protéger le groupe, bien qu'il ne s'agisse pas toujours de sujets dominants. Diriger un groupe, c'est aussi le guider, et le protéger, c'est assurer sa sécurité, autrement dit, tout faire pour éviter les ennuis. Il existe un autre espace, plus réduit celui-là, que les chevaux réservent à leurs congénères les plus intimes, avec qui non seulement ils cohabitent,
mais avec lesquels ils partagent également une forte relation d'amitié et de solidarité. Cet espace intime du cheval, que l'on appelle également sa bulle proxémique, correspond peu ou prou à un rayon de 2 mètres autour de son corps. Mais lorsque l'homme cherche à pénétrer cet espace, le cheval peut se sentir menacé. Nous appelons distance de fuite l'espace qu'un cheval préserve face à ce qu'il considère comme un danger, que ce soit un chien, un homme ou un tigre, et ce, afin de pouvoir s'échapper. Si le cheval ressent le moindre doute ou la moindre appréhension à l'approche de la main de l'homme, il va chercher à se cacher. Et si la peur est vraiment trop forte, il cherchera plutôt à fuir. Il considère en effet que son espace de fuite est envahi et préfère s'éloigner pour retrouver la tranquillité dont il a besoin. En revanche, si l'homme lui est familier et qu'il lui fait confiance, le cheval ne va pas bouger pour le laisser s'approcher. Dans la nature, les chevaux sont confrontés aussi bien à l'homme, qui peut être gentil ou hélas animé de mauvaises intentions, qu'à d'autres animaux. Par nature, les chevaux sont capables de s'habituer et de s'adapter à un environnement différent, et ils acceptent donc volontiers la compagnie d'autres animaux, pourvu qu'ils ne présentent pas une parenté trop évidente avec les prédateurs tant redoutés. Une bonne conformation de l'arrière-main du cheval et des postérieurs en particulier est évidemment essentielle. Qu'il s'agisse d'une activité de travail ou d'une discipline sportive, le rendement et les capacités du cheval n'en seront que meilleurs. Comme nous l'avons vu pour les antérieurs lors d'un précédent chapitre, une observation minutieuse des postérieurs du cheval est elle aussi indispensable, aussi bien à l'arrêt, de derrière et de profil qu'en mouvement. On commence en effet toujours par analyser les aplombs de pied ferme, autrement dit, avec le cheval à l'arrêt. Lorsque les aplombs des postérieurs sont dits réguliers, vus de derrière et à l'arrêt, la verticale abaissée depuis la pointe de la fesse jusqu'au sol doit diviser chaque membre en 2 parties parfaitement égales, en passant par le milieu du jarret, du canon, du boulet et enfin du sabot. Il est préférable que les 2 jarrets soient suffisamment écartés l'un de l'autre, essentiellement pour éviter que les 2 membres se touchent et se blessent lorsque le cheval est en mouvement. Voici les différents défauts d'aplomb auxquels un cheval peut être confronté. Trop ouvert du derrière. Les extrémités inférieures des membres sont en dehors de la ligne d'aplomb régulière, ce qui a pour conséquence de ralentir les allures du cheval et de fatiguer son arrière-main. Trop serré du derrière. Les extrémités inférieures des membres sont en dedans de la ligne d'aplomb régulière. Outre une nette tendance des membres à être plus fragiles dans ce cas-là, les risques d'atteinte, notamment au niveau des boulets, sont plus élevés. Jarret cambré ou trop ouvert. Les jarrets sont écartés de la ligne d'aplomb verticale vers l'extérieur, avec la pointe du jarret déviée en dehors. Une pression supplémentaire s'exerce donc sur les os, les ligaments et les articulations, ce qui prédispose le cheval aux pathologies et aux tares. Jarret clos ou crochu. Les jarrets sont dits clos, autrement dit incurvés vers l'intérieur. Dans un tel cas, les canons ne sont plus parallèles. L'aplomb est donc plus vertical et prédispose aux pathologies articulaires, car la partie interne des jarrets est excessivement surchargée. Les allures sont ralenties et le cheval a des difficultés dans le travail des hanches. Un cheval qui présente des jarrets exagérément clos, pointant l'un vers l'autre, est souvent ouvert du derrière, à partir des jarrets, et panard du derrière. Ce défaut est aussi parfois appelé jarret de bœuf, pour sa ressemblance avec la conformation des postérieurs chez les bovins.
Chez certains chevaux, l'espace entre les deux postérieurs vus de derrière forme parfois un angle en forme de V. Dans ce cas-là, comme dans le cas des jarrets clos, l'aplomb n'est plus vertical et les deux pieds ont tendance à se rapprocher, augmentant le risque d'atteinte au niveau des boulets, en particulier en mouvement. Lorsqu'on observe maintenant les aplombs des postérieurs de profil, on peut affirmer qu'ils sont réguliers lorsque la verticale abaissée de la pointe de la fesse passe à la pointe du jarret, suit le bord du canon et touche le sol, un peu en arrière du sabot. De profil, les défauts d'aplomb des postérieurs sont les suivants. Camper du derrière, lorsque la verticale tombe légèrement en avant du sabot, autrement dit que le membre est incliné d'avant en arrière. Le cheval a alors tendance à manquer de propulsion et de détente, les jarrets étant souvent sujets à une fatigue prématurée. On dit en revanche que le cheval est sous lui du derrière lorsque la verticale tombe en arrière du sabot et que le membre est incliné d'arrière en avant. Cela nuit à l'étendue des allures, favorise les glissades en avant, mais expose surtout le cheval à forger. Certains chevaux peuvent avoir les jarrets trop fermés, lorsque le canon et la jambe, vus de profil, forment un angle trop fermé. On parle alors, dans ce cas-là, de jarret coudé. Les chevaux ont tendance à manquer de puissance et d'amplitude dans leurs allures. Au contraire, lorsque le canon et le tibia, toujours vus de profil, forment un angle trop ouvert, on parle de jarret droit ou trop ouvert. Les allures sont alors altérées, avec peu de flexion du jarret et moins d'impulsion. Enfin, toujours en observant le cheval de profil, et plus particulièrement la partie basse des membres, on trouve le pâturon, situé entre le boulet et la couronne. Idéalement, l'inclinaison du pâturon doit être parallèle à celle de l'épaule et de la tête. Lorsque les pâturons sont trop redressés ou insuffisamment inclinés vers le sol, on dit que le cheval est droit jointé. Dans ce cas-là, les risques de lésion de l'os naviculaire ou de l'os du pied sont grands. Au contraire, on dira d'un cheval dont les pâturons sont trop inclinés qu'il est bas jointé ou long jointé. Les allures sont plutôt souples et confortables, mais les tendons sont très fragiles et les boulets peuvent descendre fortement à chaque posée. Chez des chevaux de travail, il est préférable que les pâturons soient courts afin de ne pas les soumettre à des efforts excessifs pouvant entraîner la descente du boulet. Des pâturons plus longs favorisent en revanche l'amortissement des allures, qui sont donc en général plus confortables. Une bonne conformation des postérieurs, ainsi que des aplombs réguliers, sont donc très importants pour le cheval. Les risques de lésions et de tares sont moindres, voire nuls, mais surtout ses capacités sont augmentées et ses allures plus confortables. Les défauts d'aplomb sont souvent héréditaires. Voilà donc une raison de plus d'accorder une attention toute particulière à la conformation des antérieurs et des postérieurs d'un cheval, notamment lorsqu'il s'agit d'un étalon reproducteur ou d'une jument poulinière. Les chevaux, les ânes et les zèbres composent la famille des équidés. Ces trois espèces font partie du genre Equus. Le cheval de Przewalski est considéré généralement comme une sous-espèce du cheval ou Equus caballus. De nos jours, seuls les zèbres et les chevaux de Przewalski vivent encore à l'état sauvage. Si les premiers se retrouvent dans de nombreux pays d'Afrique, les chevaux de Przewalski vivent par petits groupes en Mongolie, protégés par un programme de préservation de l'espèce. Les espèces appartenant au genre Equus se caractérisent par un crâne assez imposant, une morphologie massive et des poils épais de dimensions variables. Elles possèdent toute une crinière sur l'encolure. Chez certaines espèces, la croissance des crins est limitée, chez d'autres, elle est permanente. En outre, ce sont des mammifères ongulés périssodactyles, c'est-à-dire avec un nombre impair de doigts, en l'occurrence un doigt unique,
mais particulièrement résistants. Les zèbres présentent toutes les caractéristiques des équidés. Ils se distinguent principalement des chevaux par leur robe à rayures ainsi que par leur crinière en brosse. Mais c'est bien sûr leur robe si singulière, rayée de noir et de blanc, qui rend les zèbres uniques. Il faut savoir que le dessin de la robe de chaque zèbre lui est propre et constitue en quelque sorte une véritable carte d'identité. Le zèbre de Burchell, appelé aussi zèbre commun ou zèbre des plaines, se rencontre surtout depuis le Soudan jusqu'en Afrique du Sud. Il vit en grands troupeaux, chaque spécimen pesant en moyenne 300 kg. Il est difficile dans un troupeau de distinguer les zèbres mâles des femelles. Les mâles sont juste un peu plus grands, mesurant souvent plus de 1,40 m au garrot. Le zèbre de Burchell se distingue par sa robe jaune pâle, dont les rayures noires s'alternent avec des marques plus claires, appelées rayures d'ombre à l'arrière du corps. Le zèbre de Burchell, contrairement aux zèbres de montagne, ne possède pas de petites poches de peau situées sous l'encolure. Les déclinaisons de robes sont très nombreuses parmi toutes les espèces de zèbres. Celle du zèbre de Burchell se distingue aussi par le fait que les rayures descendent jusqu'au milieu de l'abdomen, quand chez d'autres espèces, le ventre est entièrement blanc. En outre, la robe du zèbre de Burchell présente des rayures très nettement délimitées, mais moins denses que celles des zèbres de montagne. Naturellement, les rayures sont noires, mais l'on peut parfois observer chez certains spécimens des nuances de marron. Les zèbres sont des herbivores, pouvant parcourir plusieurs kilomètres par jour pour s'alimenter. Ils se nourrissent surtout d'herbes, de graminées et de roseaux, mais peuvent également manger les feuilles et les écorces de certains arbres quand l'herbe est trop jaunie. Leurs puissantes mâchoires leur permettent de broyer les végétaux les plus durs, mais ils affectionnent surtout l'herbe verte et fraîche, très nutritive, qui pousse après les grosses pluies. Les étalons reconnaissent les femelles en chaleur grâce à l'odeur de leur urine. Les femelles mettent bas un jeune zèbre de 30 kg, rarement 2, après environ 370 jours de gestation. Une femelle bien alimentée et en bonne santé est généralement disponible pour une nouvelle saillie 10 jours seulement après la mise bas. Les femelles les plus âgées ne mettent bas que tous les 2 ans. Dans les régions d'Afrique équatoriale, les femelles peuvent mettre bas tout au long de l'année, mais c'est durant les mois de décembre et de janvier, autrement dit après les fortes pluies, que les naissances sont les plus nombreuses. Un quart d'heure suffit au jeune zèbre pour se lever, après quelques tentatives infructueuses. Et il ne lui faut pas plus de 2 heures pour suivre sa mère, au pas. Durant les premiers jours, les femelles protègent leurs petits en gardant à distance tout autre zèbre, même le père. Hélas, les tout jeunes zèbres sont les proies favorites des lions et des hyènes, qui n'hésitent pas à s'attaquer aux mères, plus vulnérables car moins rapides. Les femelles allaitent les jeunes zèbres jusqu'à l'âge de 7 mois environ. Ils atteignent ensuite leur maturité sexuelle, entre 2 et 4 ans. Les jeunes mâles doivent souvent attendre l'âge de 4 ou 5 ans avant de quitter le groupe et de partir à la recherche d'une ou plusieurs juments pour fonder leur propre famille. Les étalons excluent certaines jeunes femelles de leur groupe, et ce jusqu'à leur première période de chaleur, qui intervient en général vers l'âge de 2 ans. Cette séparation d'avec la famille d'origine protège les zèbres de la consanguinité. En effet, ces jeunes femelles sont choisies par un autre étalon et s'intègrent donc à une nouvelle famille. Les jeunes mâles, eux, rejoignent temporairement un groupe d'étalons célibataires avant de tenter de fonder leur propre famille. D'ordinaire, c'est la femelle la plus âgée du groupe qui guide les autres membres vers les points d'eau et les pâturages d'herbes fraîches. Les familles de zèbres, qui peuvent compter jusqu'à 16 individus, se regroupent parfois en grands troupeaux afin de mieux se protéger de leurs nombreux prédateurs. L'expansion des zones agricoles cultivées réduit les grands espaces naturels où vivent les zèbres,
dont la population est régulièrement en baisse. On trouve cependant encore beaucoup de zèbres dans les parcs nationaux et les réserves naturelles, qui constituent, grâce au tourisme, l'un des derniers sanctuaires de cette espèce. Nombreux sont les sports ou jeux équestres qui trouvent leur origine dans le travail des champs et plus particulièrement dans le travail avec le bétail. La paletteada ne fait pas exception à la règle. Cette discipline, considérée par certains comme un véritable spectacle, s'inspire en effet directement de la méthode utilisée par les gauchos pour trier les veaux à une époque où ils ne disposaient pas d'enclos fermés. La paletteada se pratique tout au long de l'année dans de nombreux pays d'Amérique du Sud, notamment et tout particulièrement en Argentine. Il existe dans la plupart de ces pays un championnat national avec des épreuves de classement. Traditionnellement, les épreuves de paletteada utilisent des chevaux criollos, car ce sont généralement les éleveurs de criollos qui organisent les différents championnats nationaux. Mais il n'y a rien d'exclusif et l'on peut parfois apercevoir d'autres races de chevaux. La paletteada oppose plusieurs équipes, chacune composée de 2 chevaux et de 2 cavaliers. L'épreuve consiste à contrôler un veau libéré à travers un couloir en l'enfermant entre 2 chevaux pour le conduire jusque dans un corral, c'est-à-dire un enclos fermé. Les 2 cavaliers demandent à ce que le veau soit libéré dès qu'ils se sentent prêts. Ils disposent pour cela d'1 minute après le signal du jury. Une fois libéré, le veau s'élance alors dans le couloir qui débouche sur la piste. Les 2 cavaliers, placés de chaque côté du couloir, s'élancent en même temps pour cueillir le veau à la sortie du couloir et l'enfermer entre leurs 2 montures afin de le conduire dans l'enclos. Les 2 cavaliers de chaque équipe doivent toujours se présenter avec les mêmes chevaux. Cependant, un cavalier peut se présenter au début de la compétition avec plusieurs chevaux et donc constituer une 2e équipe avec un autre cavalier. L'autorité dans les épreuves de paletteada est représentée par un jury. Le plus souvent composé de 2 juges, ce jury peut parfois ne compter qu'un seul représentant. Le jury est chargé d'assurer le respect du règlement qui régit cette discipline et peut en conséquence infliger des sanctions à effet immédiat selon un barème de points de pénalité. En outre, un directeur de course est lui chargé de veiller au bon déroulement de l'épreuve, en contrôlant notamment les mouvements et les déplacements de tous les acteurs, que ce soit les cavaliers ou leurs montures, mais également les têtes de bétail. Il veille également au respect des normes de sécurité, aussi bien de la part du public que des concurrents. Un point du règlement porte également sur l'agencement et les dimensions de la piste où se déroule l'épreuve. En effet, la piste est délimitée sur les côtés par 2 lignes parallèles, distantes l'une de l'autre de 6 mètres. Ces lignes extérieures doivent être parfaitement visibles et, si nécessaire, être clairement matérialisées. La longueur totale de la piste est de 70 mètres, depuis la sortie du couloir jusqu'à l'entrée de l'enclos, dans lequel les concurrents doivent faire rentrer le veau. La piste est, elle, divisée en 3 parties délimitées par des lignes perpendiculaires aux lignes extérieures. La première partie est comprise entre la sortie du couloir et une première ligne distante de 10 mètres. La deuxième se situe entre cette première ligne et une 2e ligne distante de 30 mètres. Ces lignes parallèles entre elles sont appelées des lignes de division. La 3e partie de la piste se situe donc entre cette 2e ligne de division et l'entrée de l'enclos. L'enclos en question est généralement de forme triangulaire, similaire à ceux utilisés dans les propriétés d'élevage bovin. Dans le prolongement de cet enclos, et délimité par 2 barrières pleines, on trouve normalement un couloir de 2,40 mètres de long, faisant office de box. Il permet en effet de contenir le veau jusqu'à ce qu'il soit ensuite relâché. Quant au couloir de départ, à travers lequel on lâche le veau afin qu'il pénètre sur la piste,
il doit mesurer 10 mètres de long et 1,20 m de hauteur. Enfin, la piste s'achève avec un autre enclos qui permet de regrouper plusieurs têtes de bétail en même temps. Sa largeur ne doit pas dépasser les 6 mètres. Le jury, durant le déroulement de l'épreuve, applique un barème très précis en fonction des mouvements réalisés et de l'assurance démontrée par chacune des équipes. Il faut savoir également que l'attribution de points varie en fonction de la partie de la piste dans laquelle les mouvements jugés sont réalisés. Conduite et maîtrise du veau, jusqu'à 3 points. L'un des deux cavaliers en appui ou l'un après l'autre, dans la première partie, 10 points, dans la deuxième partie, jusqu'à 3 points. Les deux cavaliers en appui, dans la première partie, jusqu'à 20 points, dans la deuxième partie, jusqu'à 5 points. Comme on peut le voir, chacun de ces mouvements est jugé en fonction de l'endroit de la piste où il est réalisé. S'ils sont répétés successivement dans deux parties différentes, les points sont additionnés. En revanche, tout ce qui est réalisé dans la troisième partie de la piste, entre la deuxième ligne et l'entrée de l'enclos, ne rapporte aucun point. Le jury peut décider d'ajouter un bonus pouvant aller jusqu'à 5 points, en fonction de la maîtrise, de l'élégance et de l'habileté que chevaux et cavaliers démontrent durant leur passage. Sont considérés comme nuls, sanctionnés d'un score de 0 points, les cas de figure suivants. Lorsque les cavaliers ne parviennent pas à la fin de leur passage à faire rentrer le veau dans l'enclos. Lorsque le veau s'assied sur la piste ou parvient à s'extirper par l'arrière de l'emprise de l'un des deux cavaliers. Lorsque le veau dépasse l'un des deux cavaliers par l'avant et repart en arrière. Lorsque le veau dépasse ou franchit avec au moins la moitié de son corps les lignes extérieures, autrement dit, qu'il sort de la piste. Les têtes de bétail utilisées pour cette discipline pèsent généralement à peu près 280 kg. Les accessoires, la tenue vestimentaire des cavaliers ainsi que le harnachement des chevaux doivent respecter et répondre à la tradition du travail avec le bétail. La paleteada, directement inspirée du monde rural, se déroule très souvent comme un simple spectacle, sans les exigences inhérentes à l'organisation et au déroulement d'une compétition. Cette démonstration d'adresse connaît un succès grandissant et attire un public de passionnés, toujours plus nombreux. Les juments sont dites poulinières et considérées comme telles à partir du moment où elles atteignent leur maturité sexuelle. Autrement dit, lorsqu'elles sont physiologiquement capables de mener une gestation à terme, puis d'élever un poulain. On considère généralement que la puberté se manifeste chez la jument entre 10 et 18 mois, même si cela peut varier en fonction de la race, mais également de l'alimentation et donc de la croissance de la jument. Quant à la maturation osseuse, notamment celle du bassin, elle s'achève vers l'âge de 5 ans. Il est préférable de faire pouliner une jument lorsque son état de santé, à la fois physique et mental, est optimal. La première saillie d'une jument intervient généralement entre 30 et 36 mois, soit un peu avant ses 3 ans, même si cela doit toujours dépendre de la qualité de son alimentation et de l'état de sa croissance. Lorsqu'une jument entame une gestation avant ses 30 mois, elle transmet au fœtus une grande partie des nutriments essentiels qu'elle absorbe en mangeant, favorisant ainsi le développement du poulain. Cependant, cela a souvent une incidence sur la croissance de la jeune jument, qui n'atteint alors pas forcément la taille prévue par le standard de sa race. De nombreux éleveurs attendent d'avoir évalué les capacités sportives de leurs juments avant de les faire monter, reculant ainsi leur première saillie à l'âge de 5 ans. Si cette manœuvre vise à ne faire se reproduire que les sujets ayant démontré des aptitudes particulières en compétition,
Elle permet également de s'assurer que les juments ont atteint une croissance suffisante pour mener correctement une gestation à son terme. Les périodes de chaleur, appelées aussi estrus, se traduisent par un comportement particulier de la part de la jument et correspondent aux périodes pendant lesquelles elle accepte l'étalon pour se reproduire. Pour que la jument se reproduise, 3 conditions sont essentielles. Elle doit bien sûr avoir atteint sa maturité sexuelle. Elle a également besoin au quotidien d'un ensoleillement ou d'une luminosité suffisante, et par la même occasion de températures relativement chaudes. Enfin, elle doit être bien alimentée et en bonne condition physique. Dans les pays tropicaux, grâce au climat chaud et ensoleillé, les juments présentent un polyestrus, autrement dit une cyclicité annuelle, avec des chaleurs régulières tout au long de l'année. Au sud et au nord des tropiques, ce polyestrus devient saisonnier, c'est-à-dire que les périodes de chaleur se concentrent surtout entre le début du printemps et la fin de l'été. Ces conditions répondent naturellement aux besoins du poulain qui naîtra 11 mois après la saillie. Au début du printemps, les insectes ou les mouches n'ont pas encore envahi les prés, ce qui réduit les risques de miase, des infections cutanées provoquées notamment par les larves de mouches. Le manque de pâturage à la fin de l'hiver limite la prise de poids de la jument durant la fin de sa gestation, ce qui facilite ensuite la mise bas. Le renouveau des pâturages à l'orée du printemps coïncide avec les besoins nutritionnels du jeune poulain, couvert par le lait maternel. On appelle anestrus saisonnier la période de repos ovarien de la jument, le plus souvent en hiver, durant laquelle aucune ovulation ne se produit. Certaines juments connaissent des périodes d'anestrus prolongées, parfois avant les premières chaleurs de la saison. C'est souvent le cas lorsque les juments ont connu un hiver difficile et que leur organisme a besoin de temps pour récupérer et retrouver une condition physique propice à une bonne gestation. Les premières chaleurs de la saison sont aussi souvent les plus longues et durent de 10 à 30 jours. Elles peuvent s'accompagner ou non d'une ovulation. Une fois que la jument retrouve une activité hormonale normale, cela déclenche la phase d'estrus dont la durée est variable. Quoi qu'il en soit, on sait que la durée moyenne du cycle sexuel ou estrien de la jument est de 20 à 21 jours, avec une période de chaleur de 4 à 7 jours. L'examen gynécologique et l'échographie des voies génitales par voie rectale, réalisés par le vétérinaire, vont permettre de déterminer avec certitude à quel stade des chaleurs se trouve la jument et par conséquent si elle est prête ou non à accepter une saillie. La jument est unipare, c'est-à-dire qu'elle ne développe qu'un seul follicule ou ovule par cycle estral. Très rarement, ce processus peut être multiplié par 2, provoquant une ovulation multiple. Les chaleurs se caractérisent chez la jument par des comportements très particuliers. Elle manifeste un état d'excitation générale, s'agite et boit beaucoup. En outre, ses performances sportives notamment s'en ressentent, car elle se distrait plus facilement et rechigne à l'effort. Voilà pourquoi certains éleveurs provoquent avec des substances chimiques l'inhibition du processus d'estrus chez des juments à l'entraînement. En présence de l'étalon, la jument en chaleur s'approche, lève la queue et urine par petits jets saccadés. L'étalon va alors flairer cette urine très odorante pour savoir si la jument l'accepte. L'ovulation est spontanée et survient 1 ou 2 jours avant la fin de l'estrus. Idéalement, la saillie doit avoir lieu peu de temps après l'ovulation, car la durée de vie des spermatozoïdes varie de 48 à 72 heures, tandis que celle des ovules est de 6 heures. La probabilité de fécondation étant par définition réduite, il faut par conséquent répéter la saillie toutes les 48 heures. La gestation d'une jument, la mise bas puis l'élevage du poulain sont de merveilleux moments dans la vie d'un propriétaire ou d'un éleveur, qui nourrissent toujours l'espoir de produire un jour un crack des champs de course. Si le talent et l'expérience d'un éleveur ont naturellement leur importance, seule la nature a le pouvoir de réserver cette fabuleuse surprise.
harnachement maremano est indissociable du cheval maremano et de la figure du butero, le gardien de troupeau de la région de la Maremme, en Toscane. Malgré la mécanisation de l'agriculture et la diminution progressive de l'élevage du bétail à l'état sauvage, les buteri perpétuent la tradition de cette équitation pastorale et de cette méthode de travail dont ils sont les fiers héritiers. Les buteri, comme du reste d'autres éleveurs de bétail à cheval, peuvent passer plusieurs heures par jour en selle, et ce, quelles que soient les conditions climatiques ou géographiques. C'est la raison pour laquelle le harnachement maremano dans son ensemble se caractérise aussi bien par la robustesse des matériaux utilisés que par le confort qu'elle offre aux cavaliers. On distingue principalement trois modèles de selle: la bardella, la butera et la scafarda. Ces trois selles n'ont pas grand-chose en commun, mis à part la croupière ou trousse-queue. La bardella est la selle traditionnelle de la Maremme du nord du Latium, utilisée depuis des siècles, des marais pontins jusqu'à la basse Maremme toscane. Elle est matelassée de bourre, autrement dit d'amas de poils et de crins, et s'adapte parfaitement au dos du cheval. Privée d'arçon, la bardella est construite autour d'un châssis en bois. La selle dite butera est, elle, typique de la Maremme toscane. Elle repose sur une armure métallique avec un arçon en bois de figuier, renforcé par deux coussinets rembourrés de crins. La selle butera est le plus souvent fabriquée sur mesure et s'utilise en général avec des étrivières réglées assez longues. La selle butera se distingue entre autres par la présence d'un pommeau, appelé palino, qui permet au gardien de troupeau d'accrocher son lasso après avoir attrapé une tête de bétail dans l'enclos. Quant à la scafarda, c'est une selle d'origine militaire. C'est aujourd'hui le modèle de selle le plus courant dans la Maremme toscane. Elle a été conçue par le colonel Settimo del Frate et fut adoptée par la cavalerie italienne en 1903. Elle est constituée d'un arçon en bois composé de 9 pièces assemblées entre elles, recouvertes de 2 larges coussins permettant de répartir correctement le poids du cavalier sur le dos du cheval, laissant libre à la fois son garrot et sa colonne vertébrale. Un siège en cuir placé entre la partie avant et arrière de l'arçon, ainsi qu'une couverture doublée au point de contact avec le corps du cavalier, complètent l'ensemble. Le mors constitue un autre élément incontournable du harnachement maremano. C'est l'embouchure typique des montes de travail où l'on guide le cheval d'une seule main, la gauche, en appuyant les rênes sur l'encolure. Dans sa main droite, le butero tient son célèbre bâton, l'uncino, en bois d'arbousier ou d'olivier et terminé par un crochet. Surnommé mazzarella dans le Latium et pungolo en Toscane, ce bâton permet aux buteri d'ouvrir et de fermer les barrières ou de passer un licol sans descendre de cheval, d'aiguillonner les bêtes et d'attraper un veau pour le marquer et bien d'autres choses encore. Enfin, comment ne pas évoquer la tradition vestimentaire de ces gardiens de troupeaux toscans dont la tenue typique se compose de bottes, de jambières lacées avec un cordon de cuir, d'une chemise blanche sans col, d'une veste et d'un pantalon de futaine et de cuissarde pour se protéger des ronces. Grâce à la détermination des buteri, qui perpétuent avec passion leur tradition de monte et d'élevage, notamment à travers le harnachement ou la tenue vestimentaire, cette culture maremana a encore de beaux jours devant elle. À la belle saison, lors de fêtes dominicales, on peut assister à des jeux et à des défilés, ainsi qu'à des joutes amicales où s'affrontent des buteri de villages voisins, bien décidés à prouver leur habileté à conduire et à trier les troupeaux, à capturer les bêtes et à marquer les veaux.
Il ne faut jamais oublier, au début du processus de dressage, que les poulains ne savent pas céder aux jambes. En effet, un jeune cheval qui n'a pas encore été dressé ignore la raison pour laquelle le cavalier serre parfois les jambes contre ses flancs de manière énergique. Il doit encore apprendre que le cavalier utilise ses jambes pour le stimuler et entretenir son mouvement en avant. Enseigner au cheval les pas de côté ou déplacements latéraux est le moyen le plus simple de lui apprendre à céder correctement aux jambes. Il faut commencer par travailler au pas avec un cheval possédant de préférence une bonne flexion latérale. Par de petites pressions avec l'arène extérieure, en détachant bien la main de la selle, il faut pousser le cheval à tourner sa tête vers l'extérieur du rond de travail. Une fois que le cheval fléchit son encolure sans opposer de résistance, il faut alors rendre les rênes et continuer à marcher au pas, de préférence sans contact. Le but est de lui faire tourner la tête vers l'extérieur sans résistance. Il faut répéter l'exercice plusieurs fois pour lui faire comprendre que lorsqu'il fléchit son encolure et tourne sa tête vers l'extérieur, on relâche les rênes. Petit à petit, on va se rendre compte que la main extérieure demande la contre-incurvation, c'est-à-dire une position contraire au sens du cercle que le cheval exécute au pas. Cela est nécessaire au début, car l'indication doit être très claire pour le cheval. On va donc essayer de pousser le cheval à fléchir sa tête vers l'extérieur, toujours avec la rêne du même côté, la rêne extérieure. Dès que le cheval répond avec douceur et franchise, on varie légèrement l'exercice en maintenant la tête fléchie vers l'extérieur sur plusieurs mètres. Il ne faut cependant jamais oublier que les chevaux réagissent toujours en s'opposant à la pression. S'ils sentent une pression sur la droite, ils tournent la tête vers la gauche et inversement. Ils cherchent dans la mesure du possible à s'éloigner de toute sensation qui porte atteinte à leur confort. Une fois que l'on a réussi à maintenir sur plusieurs mètres la tête et l'encolure du cheval fléchie vers l'extérieur, on peut introduire une aide supplémentaire, la jambe extérieure. Car à l'avenir, on se servira de la jambe droite pour tourner à gauche et de la jambe gauche pour tourner à droite. Mais le cheval doit d'abord apprendre à se familiariser avec ce mécanisme. Jusqu'à présent, nous avons donc obtenu du cheval qu'il évolue au pas en tournant sa tête vers l'extérieur du rond de travail ou du manège, tout en gardant son corps bien parallèle à la palissade. Dans cette position, il faut travailler avec une jambe isolée, autrement dit, une action indépendante de la jambe, ici la jambe extérieure, en arrière de la sangle. L'action de la jambe isolée, énergique, mais par pression discontinue, va pousser le cheval à déplacer ses hanches et sa croupe du côté opposé, ici, vers l'intérieur du rond. Lorsque le cheval déplace ses hanches et sa croupe vers l'intérieur du rond, il faut sentir à ce moment-là que ses antérieurs suivent une autre ligne que celle de ses postérieurs. Le cheval ne se déplace donc plus parallèlement à la palissade. Au contraire, un angle se forme entre cette palissade et le corps du cheval. Ses antérieurs et ses postérieurs suivent alors deux pistes parallèles. C'est ce que l'on appelle le travail sur deux pistes. La réussite des pas sur le côté est naturellement conditionnée par la douceur des indications, mais également par l'ordre dans lequel elles sont transmises. D'abord la jambe, puis la rêne extérieure, afin que le cheval déplace ses hanches vers l'intérieur et travaille sur deux pistes. Enfin, après quelques pas, il faut veiller à rendre les rênes de manière à récompenser le cheval pour avoir correctement cédé à la jambe et exécuté l'exercice. Il est possible toutefois qu'une action trop énergique de la main extérieure pousse le cheval à tourner ou à partir dans l'autre sens.
Pour éviter cela, il faut d'abord bien contrôler l'arène intérieure et alléger, voire adoucir, l'action de la main extérieure. Ensuite, lorsque l'on estime que le cheval exécute l'exercice avec aisance et franchise, on peut passer au trot, puis un peu plus tard, au galop. Au fil du temps, les pas de côté peuvent être réalisés un peu partout, et plus seulement dans le rond de travail. Ils peuvent être exécutés aussi bien à droite qu'à gauche, mais toujours en rythme et avec une main douce et légère. Les pas de côté qui appartiennent à la famille du travail sur deux pistes, au même titre que l'appuyer, constituent une étape importante dans le dressage du cheval et lui permettent surtout d'apprendre à céder correctement aux jambes. Dans tous les concours, modèles et allures du monde, il existe divers critères qui permettent aux juges de comparer et d'évaluer les chevaux qui se présentent à leur examen. Et ces critères varient d'une race à l'autre. Chez certaines races, on juge essentiellement la prédisposition à la selle, autrement dit, à être monté. Chez d'autres, la bonne conformation et l'esthétique. Chez d'autres encore, la juste adéquation entre la morphologie et la discipline pratiquée par le cheval. Les éleveurs sélectionnent leurs meilleurs spécimens en fonction des différents critères de jugement. Sur la piste, les membres du jury et leurs assistants attendent l'arrivée des chevaux qu'ils vont être amenés à juger sans avoir de contact avec le public. Pour chaque catégorie, les juges observent et évaluent dans les moindres détails les chevaux qui leur sont présentés, aidés en cela par des assistants qui leur transmettent les observations relevées pour chaque spécimen lors de son admission au concours. Les juges prennent ainsi connaissance des dimensions, de l'âge, des défauts et des qualités de chaque cheval. Lorsque les chevaux entrent sur la piste avec un cavalier en selle, ils doivent d'abord évoluer au pas pour permettre aux juges de comparer les déplacements des uns et des autres. On les fait ensuite trotter afin d'évaluer l'amplitude et la souplesse de leurs allures. Enfin, ils passent au galop afin d'observer l'aisance et la régularité de leurs mouvements. Lors de cette première étape, la qualité du dressage des chevaux ainsi que les capacités de présentation des meneurs peuvent déjà se révéler décisives. Une fois que la présentation en mouvement a permis aux juges de vérifier notamment la régularité des aplombs des chevaux, ces derniers sont décellés pour procéder à l'évaluation de leur morphologie à proprement parler. Dans le cas de chevaux reproducteurs, les juges n'évaluent pas tant la qualité de leur dressage, mais plutôt le fait qu'ils répondent aux standards de leur race et donc leur faculté à transmettre ces caractéristiques à leurs descendants. Les présentateurs ou meneurs doivent faire marcher les chevaux dans le sens des aiguilles d'une montre, en se tenant côté opposé aux juges, de manière à ne pas gêner leur vision. Si un cheval évolue plus rapidement que le concurrent précédent, son meneur peut élargir le cercle pour que les juges ne perdent rien de ses qualités. Mais il ne doit en aucun cas dépasser l'autre cheval. Les premiers tours permettent aux juges de se faire une idée générale de chaque catégorie. Certains membres du jury peuvent déjà établir leur propre classement, mais ils ne doivent pas s'exprimer à ce sujet. Si le premier coup d'œil a souvent une grande importance, ce sont les détails qui décident du classement final. Les juges demandent ensuite aux assistants de faire arrêter les chevaux pour procéder à une observation plus minutieuse de leur morphologie. Ils se concentrent notamment sur l'équilibre de chaque cheval, la qualité de sa conformation, la netteté de ses tendons, la beauté de sa tête, la régularité de ses aplombs, ainsi que ses dimensions précises. Tous les chevaux sont ainsi étudiés les uns après les autres. Après cet examen individuel, les chevaux recommencent à évoluer ensemble. Les juges demandent ensuite aux assistants de déplacer les chevaux en leur indiquant un ordre précis, de façon à placer les meilleurs spécimens devant.
Ces premiers mouvements donnent alors déjà une petite idée du classement final, même s'il n'y a rien de définitif, car les juges peuvent encore changer d'avis. Cependant, si les juges sont satisfaits de l'ordre tel qu'il est établi, ils demandent de nouveau aux assistants d'arrêter les chevaux avant de faire avancer ceux sur lesquels certains doutes subsistent encore. Ils vont alors se livrer à un nouvel examen de ces chevaux afin d'établir le classement définitif. L'étape suivante n'est autre que celle de la traditionnelle remise des prix. Les juges considèrent parfois qu'il existe une grande différence entre deux chevaux qui se suivent au classement. Dans ce cas-là, ils peuvent, par exemple, remettre le 4e prix au cheval, pourtant classé 3e, s'ils estiment que l'écart avec le cheval classé 2e est trop important. Les juges sont également tenus de justifier leurs décisions et leurs évaluations, notamment vis-à-vis du public. Après la remise des prix, ils expliquent donc les raisons qui les ont poussés à établir un tel classement. Le plus souvent, ce sont naturellement les qualités des chevaux primés qui sont mises en avant. Traditionnellement, les juges ne font en effet jamais allusion aux défauts des chevaux mal classés, car la remise des prix est toujours suivie d'une vente aux enchères très attendue. C'est alors aux acheteurs de décider quel cheval va leur convenir et faire leur bonheur. Il peut bien sûr arriver parfois que le public et les propriétaires ne soient pas tout à fait d'accord avec le verdict des juges. La passion, l'amour des chevaux et les rêves de succès ne s'accordent pas toujours avec les jugements abstraits d'une personne qui ignore souvent le travail et les efforts déployés pour arriver jusque sur la piste de présentation d'un concours modèle et allure.